Salut Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es ancien candidat à l'élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste. On va parler de ton parti et des perspectives notamment pour les élections européennes. Mais d'abord, un mot sur ce qui se passe depuis maintenant une dizaine de jours en France avec la mobilisation des agriculteurs. Comment d'abord est-ce que toi, tu lis ce mouvement? De quoi ce mouvement pour toi est le nom? C'est vrai que ça fait partie des mouvements qui sont plutôt difficiles à analyser ou même à se positionner par rapport à. On n'est pas habitué à ce type de mouvement-là, mais nous, par réflexe en tout cas, c'est des mouvements de solidarité parce qu'on voit très bien, malgré les difficultés qu'il y a, malgré l'hétérogénéité du mouvement, on voit très bien la base de ce mouvement-là, qui est une colère sociale, qui est une colère pour pouvoir vivre de son travail. Et on sait tous, même si on n'est pas d'un milieu paysan, même si on ne vit pas dans des zones rurales, on sait que cette catégorie de travailleurs et de travailleuses subit la crise de plein fouet depuis très longtemps. Donc il y a ce réflexe de solidarité, de soutien, et en plus nous on est d'autant moins gênés par des formes radicales de lutte, le blocage, même les interventions physiques qu'ils font devant les préfectures et tout ça. Bon, c'est des choses qui nous touchent parce qu'on sait que c'est des choses qu'on partage et qu'on aimerait bien faire même à très largement dans la population. Maintenant, on mesure bien que ce mouvement-là, il est très particulier, mais on pourrait dire que en fait, d'autres mouvements avant avaient aussi leurs propres particularités, mais c'est quand même pas pareil. On peut parler des Gilets jaunes, on peut parler des bonnets rouges en Bretagne aussi, il y a une dizaine d'années, et on voit que les revendications du mouvement, ou en tout cas le contrôle politique du mouvement, il est du côté de forces, y compris sociales, qui ne sont pas des alliés de la gauche et qui ne sont pas des alliés, on va dire, du mouvement ouvrier. Donc là, c'est là où ça devient compliqué. Et cette complication, elle est aggravée par le fait que la gauche sociale et politique, ou en tout cas la gauche radicale, est quand même dans des situations de fragilité et d'impuissance, ce qui fait qu'elle ne peut pas intervenir comme on pourrait intervenir ou aider dans ce mouvement-là. Et notamment avoir une critique du système capitaliste agricole, ce qu'on appelle l'agro-industrie ou l'agrochimie, et aurait besoin de discuter tout ça. Voilà, donc on est dans ces situations-là, une sorte de solidarité parce qu'on pense qu'ils ont raison, mais de toute façon ils ont raison, elles ont raison de se battre, de se défendre, ça il n'y a pas de possibilité de se démarquer de ça. Maintenant, quel type de combat il faudrait mener? Et nous on pense évidemment que c'est un combat contre l'agriculture productiviste, intensive, c'est même pas le problème des normes, parce que ce qui est mis en avant c'est les normes, c'est le problème d'un système capitaliste, et comment se battre là, et comment en fait se solidariser des petits paysans ou des petites structures qui elles-mêmes auraient besoin de se battre contre les grosses, parce qu'elles sont exploitées par les grosses. Et voilà, donc c'est des choses dans lesquelles, en tout cas c'est intéressant parce que ces mouvements-là, ils aident aussi certainement à une politisation, à discuter de la société et puis de la crise du monde capitaliste, jusqu'où ça va, quoi. Tu l'as dit en substance, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup la gauche présente dans ces mobilisations, ni en support, ni même en faisant le go-between, c'est-à-dire en essayant de coaliser plusieurs luttes, etc. On voit beaucoup l'extrême droite qui va à la rencontre des agriculteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce que la gauche, au sens le plus large, ne soit pas présent aux côtés des agriculteurs, ou plutôt qu'à l'intérieur de la gauche, la question des travailleurs et des travailleuses du monde de l'agriculture soit un peu mise de côté, et qu'en gros, nous on a plutôt des agronomes et des intellectuels qui peuvent penser le monde, la terre et la production agricole, mais on n'a pas les gens qui ont les mains dans la terre. Il y a deux problèmes. Il y a aussi un problème, d'abord un problème de période. On est dans une situation où idéologiquement ce qui domine c'est les idées réactionnaires et l'extrême droite notamment, et en même temps donc à l'opposé une gauche qui est débarquée complètement, quoi. Et on peut parler à la fois de la gauche libérale mais aussi de la gauche radicale, hein. On n'est pas en situation de force. Le mouvement le mouvement paysan ou le mouvement des agriculteurs aurait lieu dans une autre période avec une gauche beaucoup plus costaud, beaucoup plus organisée. Ça changerait même la gueule du mouvement paysan parce que c'est les influences de la société. Donc là on est sur un mouvement déjà qui est compliqué socialement pour nous, puisque en fait on le sait historiquement plutôt contrôlé par
la FNSEA, donc plutôt contrôlé par les grosses structures agrochimiques, agro-industrie, et en plus avec la coordination rurale d'autres organisations comme ça dans les départements, où on sait que ce sont aussi des bases idéologiques très réactionnaires, très corporatistes. Bon, donc on a ces deux choses-là qui sont compliquées, mais il est évident que ça pose le problème de comment les forces de gauche interviennent, comment on peut aussi discuter à la fois du tous ensemble, parce qu'en fait la lutte des paysans et des paysannes pourrait se joindre, d'ailleurs historiquement, ouvriers paysans, c'est aussi des revendications du mouvement révolutionnaire, c'est comment ces deux classes sociales-là peuvent se battre ensemble. Ça n'a jamais été simple, mais il y a eu des moments où c'était possible, et là il y aurait besoin de discuter de ça. En fait, comment le prolétaire des campagnes ou le prolétaire des villes peut joindre ces luttes et puis arriver à se battre contre les véritables exploiteurs, contre les responsables de leur propre misère. Et là aujourd'hui, on n'est pas en position favorable pour pouvoir le faire. Donc ce qui fait que ça complique effectivement les visites ou les rencontres, et ça dépend des villes, ça dépend des départements en fait. Il y a des endroits où ça sera plus la Confédération paysanne ou le MODEF, et là on aura les moyens de pouvoir discuter, de se retrouver ensemble, et puis de pouvoir pourquoi pas même organiser des initiatives communes, et puis des endroits où c'est complètement sous contrôle de la FNSEA, de la coordination rurale, et puis bon oui, le RN qui passe et puis qui flambe un peu, qui profite un peu de l'ambiance du moment. Donc voilà, mais en tout cas oui, il faudrait que nous on scoltine ça et puis arriver à discuter. C'est quoi les perspectives? Comment on s'en sort? Effectivement, il y a un problème de base, c'est la souffrance réelle, notamment des petits paysans quand même, ou des petites exploitations, et comment on s'en sort, et ça c'est aussi comment on s'en sort avec les autres. Il ne faut pas que le mouvement il soit que pour lui, il faut aussi que ce mouvement-là il puisse discuter de la qualité de l'alimentation, de la qualité du travail en général, et comment en fait on arrive à inverser un peu un rapport de force et faire qu'on discute des droits sociaux, des droits humains, et le droit de vivre décemment qui qu'on soit, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce mouvement, c'est la réponse du gouvernement qui n'est pas du tout la même que pour d'autres mouvements sociaux qu'on a vus ces dernières années. Hein. On pense notamment aux mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit « on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS ». Donc, c'est la première fois qu'on entend tenir ce genre de propos et avoir ce type de ligne. Comment d'abord, est-ce que tu l'expliques? Enfin, est-ce que tu l'expliques cette position originale d'un gouvernement qui nous a habitués à plus aller casser de façon ultra violente tout mouvement social? Ah, c'est sûr que c'est bon, ça fait sourire quand même ce genre de phrases-là et ce genre de réaction-là, mais à la fois c'est énervant et en même temps c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre effectivement pourquoi le pouvoir réagit de cette manière-là, pourquoi autant de prudence, pourquoi autant même d'émotion, puisqu'il a expliqué qu'il y avait de la compassion à l'égard de la souffrance. Alors ce sont pour eux des personnes qui travaillent dur, peut-être pas comme d'autres catégories de la population. Donc on sent à la fois un opportunisme électoraliste, parce qu'on est dans une période, encore une fois, où tout le monde sait très bien que l'extrême droite peut naviguer ou surfer sur ce mouvement-là assez tranquillement. Donc il y a une échéance électorale bientôt, donc on a un gouvernement qui est en concurrence avec l'extrême droite, donc on imagine bien ce réflexe opportuniste, électoraliste, en essayant de faire gaffe et de ne pas trop perdre de ce côté-là, quoi. Après il y a aussi un vrai mépris de classe, qui n'est pas le même à l'égard du monde paysan, mais encore que, ils n'ont pas eux ce qu'ils voient c'est aussi les gros paysans, qui sont plus d'ailleurs vraiment des paysans, qui eux ce qu'ils voient c'est les capitalistes de l'agriculture, et donc on sent bien que de ce côté-là ils n'ont pas envie de, voilà, parce que c'est la FNSEA, leur interlocuteur privilégié, donc on sent ça, quoi. Et derrière évidemment quand on compare l'attitude de Darmanin qui n'envoie pas des CRS face à des gens qui souffrent ou face à des gens qui travaillent, parce qu'il y a deux formulations différentes, et bien ça rappelle quand même évidemment ce que tu disais, toute la violence répressive et politique face à des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes ou comme la bataille des retraites ou comme pas mal de luttes aujourd'hui. Et puis on pense évidemment à la répression à Sainte-Soline contre les mouvements écologistes, voilà, toute cette violence-là, cette brutalité-là. Donc oui, cet écart-là, encore une fois, il peut énerver, il peut mettre en colère, mais c'est une illustration de la guerre de classe en fait. Voilà, on a un pouvoir qui mène une guerre de classe et qui ne va pas réagir de la même manière suivant quel mouvement, parce que le mouvement il porte quoi, c'est quoi derrière, et voilà, donc bon, à analyser, mais c'est des arguments pour nous demain.
Hein, ça suffira pas, je pense. En disant non, non, ne frappez pas, on est en souffrance. Hein, ça n'est pas dit que ça fonctionne quand on aura les CRS. Et même de dire non, ne frappez pas, on travaille quand même. On travaille dur même. On est mal payé, on est précarisé, mais on travaille très dur. Hein, pas moins que beaucoup d'autres. Donc, mais ça, c'est pas. Mais ceci dit, je pense que il y a pas mal de pancartes qui ressurgiront à ce moment-là pour discuter ça. Mais de toute façon, toute réflexion politique de cette manière-là, elles sont intéressantes parce que ça permet derrière. La question, elle est là. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi il dit ça. Enfin, c'est même presque de la provoque. Ça fait maintenant un peu moins d'un mois qu'on a un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre qui est, ça a déjà été noté par à peu près tout le monde, mais le plus jeune Premier ministre de toutes les républiques confondues. Il a fait un discours de politique générale avant-hier devant l'Assemblée nationale. Où alors, beaucoup ont dit que ça ressemblait à un discours des années 60 ou 70, aux accents très thatchériens, c'est-à-dire à la fois l'autorité, l'autorité, l'autorité et le néolibéralisme à tous les étages. Tu l'as écouté ce discours ? J'ai écouté les extraits qui suivent parce que voilà, mais de la même manière quand Macron parle, il vaut mieux écouter les commentaires après. Et quand c'est le Premier ministre Attal qui parle, il faut faire pareil, surtout que ça a duré 1h20, 1h30, hein, c'est ça ? Exactement. Donc non, franchement, on a autre chose à faire. Mais les sélections sont très intéressantes et oui, de toute façon, on est vraiment dans, il y a rien de nouveau en fait dans le discours d'Attal. On est vraiment dans la suite logique mais c'est relativement récent quand même en fait, parce qu'on parle beaucoup de paroles décomplexées du côté de l'extrême droite, le racisme décomplexé. Il y a une forme de violence, d'arrogance et de haine de classe qui s'exacerbe là. Et donc on est dans cette logique-là. Et on a l'impression effectivement que ça va toujours un petit peu plus loin à chaque fois, quoi. Et le discours d'Attal, il est relativement clair sur pas mal de choses. Et c'est la traduction d'un gouvernement qui est de plus en plus à l'aise avec ça, qui assume de plus en plus des positions ultra réac. Et ça peut aller vite, hein, parce que des fois il y a des petits liens qu'on peut faire, et peut-être un jour ça va s'assumer beaucoup plus clairement, notamment on pense à l'idéologie pétainiste, hein, travail, famille, patrie, et ça fait le lien aussi avec ce que Sarkozy disait à une époque, hein, il y a une quinzaine d'années, ce côté on va tout écraser de ce qui reste de 68, on va tout écraser des acquis sociaux, hein, la désmicardisation, enfin... Voilà, on pense qu'on est dans une période où il y a véritablement une offensive des possédants, une offensive des pouvoirs contre les classes travailleuses, contre le camp des exploités. Et c'est l'illustration de ça. Et cette course entre l'extrême droite et cette droite, elle est effrayante parce que ça accélère peut-être même le processus, quoi. Ils sont tellement concurrents, ils veulent tellement montrer que c'est eux les vrais, qu'en fait, ça peut s'accélérer. Et l'autre facteur d'accélération peut-être aussi, c'est, on verra comment évolue le mouvement des agriculteurs, hein, qui peut avoir un effet bénéfique, hein, sur tout ça, parce que ça bouscule aussi la société, hein, on ne sait pas trop comment. Mais ceci dit, il y a une forme de réponse au mouvement des retraites de l'année dernière. Et on a perdu, c'est un fait. En tout cas, on n'a pas réussi à empêcher cette nouvelle attaque. Et puis on le voit aujourd'hui, hein, le rapport de force, il ne nous aide pas. Et pourtant, on n'est qu'un an après la bataille des retraites. On aurait pu retrouver des forces et on a l'impression qu'on ne les a pas retrouvées. Mais par contre, on a vraiment l'impression que le gouvernement, lui, il n'a pas oublié ça. Et qu'il est dans cette logique de revanche. Et peut-être qu'il a eu peur de ce mouvement-là. À un moment donné, quand il y a eu le 49.3, quand il y a eu les manifs tous les jours, les manifs sauvages, les jeunes qui se sont mis dans la lutte et tout ça, la radicalisation. Donc on peut penser que quelque part, le pouvoir, il sait qu'il y a un danger réel d'explosion sociale et que là, on est dans une logique, il prend les devants, il court devant, et histoire de nous étouffer, de nous empêcher. Et c'est là où la période, elle est dangereuse pour nous, en fait. Alors, elle est dangereuse pour nous, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que la gauche, au sens large, n'a pas l'air très en dynamique en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout lorsqu'on la compare à l'extrême droite. Il y a une échéance qui arrive bientôt, c'est le 9 juin prochain, les élections européennes. Comment est-ce que toi, tu envisages cette campagne ? Je sais que vous êtes en pourparlers avec la France Insoumise. Quand je dis vous, c'est le NPA, on peut parler avec la France Insoumise. Où est-ce que ça en est ? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est susceptible de changer complètement la dynamique de la campagne à gauche ? Le constat qu'on fait en tout cas, c'est qu'on est en situation très défavorable, mais ce n'est pas parce qu'on a ce regard lucide sur la situation qu'il faut se résigner. Donc en fait, oui, effectivement, c'est
comment on peut chambouler la situation et comment, à un moment donné, on peut retrouver des forces en s'appuyant à la fois sur l'expérience de la bataille des retraites, mais qui est de l'année dernière, mais voilà, tout n'est pas fini non plus. On verra comment ça rebondit, les JO qui arrivent, les combats qui pourraient peut-être avoir lieu autour de l'organisation des JO. Voilà, on est dans une situation, et puis aujourd'hui la lutte des agriculteurs, et puis les résistances environnementales, et puis des luttes, il y en a un peu partout. La lutte contre le sexisme, les luttes féministes, les luttes LGBTI, il y a pas mal de batailles, mine de rien, et puis les luttes antiracistes contre la loi Darmanin. Donc voilà, dans tout ça, comment finalement la gauche pourrait se reconstruire. Mais nous, quand on parle de la gauche, c'est d'une gauche radicale, une gauche de combat, une gauche qui est justement en rupture avec ses institutions et la société. Est-ce qu'on en a les moyens? Nous, le NPA, on n'en est pas capable, on l'a bien vu, même vu notre propre histoire, on s'aperçoit des difficultés, de choses qu'on n'est même pas capable d'organiser par nous-mêmes. Donc on voit les limites de ce qu'on est, mais justement, ces limites-là, elles doivent pas... C'est comment on s'en sort en fait. Et c'est vrai que de plus en plus, on est en train de discuter de reconstruire unitairement une gauche radicale et de s'appuyer sur les franges militantes les plus combatives, les plus déterminées, qu'elles soient dans les assos, dans des collectifs ou des syndicats ou des partis politiques, de voir comment tout ça, ça peut se réorganiser et comment on peut retrouver une dynamique et une confiance en nous-mêmes. C'est ce qui nous manque. Alors dans cette période-là, on a une élection qui se profile. Alors nous, on n'est pas électoralistes, on ne pense pas que les élections, ça change la vie. Mais ceci dit, un processus électoral, une campagne électorale, ça peut peut-être aider à redonner de la confiance, une dynamique, ce que je disais. Et voilà. Et donc, oui, nous, ce qu'on voit, c'est discutons avec vous, la FI, surtout après l'échec de la NUP. C'est intéressant aussi. Il y a eu une tentative de reconstruire la gauche. Bon, pour nous, on pensait que c'était pas comme ça qu'il fallait la reconstruire, parce qu'en fait, on voudrait pas reconstruire la gauche qui nous a trahis et berné pendant à plusieurs reprises. Donc, l'idée, c'est de reconstruire une gauche, mais de quelle gauche? Comment on fait les bilans du passé? Et là, l'expérience de la NUP, même si elle est courte, ça permet aussi de dire, ben voilà, peut-être qu'on peut redresser, peut-être que bon, il n'y a pas à se lamenter. Voilà, en fait, on le voit, la campagne du PS avec Glucksmann ou la campagne de ELV, enfin des Verts avec Marie Toussaint, ça ne sera pas des campagnes de gauche radicale, ça sera des campagnes comme la gauche sait faire, en fait, très molles, puis très institutionnelles, et puis qui n'auront pas du tout avec le libéralisme. Donc nous, on a envie de dire aux camarades de la FI, et peut-être d'autres autour, est-ce qu'on peut nous donner un signal qu'il peut y avoir une gauche radicale et qui s'en prend à l'Europe qui est pourrie, l'Europe antisociale, l'Europe libérale? Est-ce qu'on peut mettre en avant des solidarités internationales avec les peuples? Est-ce qu'on peut discuter d'harmoniser le droit social par en haut et en même temps de faire le lien avec les luttes, quoi? Enfin, comment un courant politique, comment une gauche peut se reconstruire sur la base de luttes sociales, écologiques, environnementales, enfin, féministes, enfin, ouais, c'est ça. Et nous, on pense qu'il y a quelque chose à tenter dans cette période-là. De toute façon, on est un peu obligé de tenter des trucs. Oui, mais si d'un point de vue programmatique ou d'un point de vue de présence dans les luttes, c'est vrai que vous vous ressemblez un peu avec la France Insoumise. D'un point de vue stratégique, pour le coup, tu disais toi-même tout à l'heure, nous, on n'est pas électoralistes. Alors, pour le coup, la France Insoumise, ils sont électoralistes, ou plutôt, eux, ils pensent qu'ils vont pouvoir prendre le pouvoir par les urnes. Ils veulent avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ils veulent être président ou présidente de la République, etc. Du coup, la NUPES, c'était ça aussi, c'est-à-dire que l'objectif de la France Insoumise, lorsqu'ils ont fait avec d'autres la NUPES, c'était de dire, voilà, on va manger toute la gauche et nous, on va être la force radicale, on va déplacer le centre de gravité de la gauche vers la radicalité, ok, très bien. Mais là, s'ils s'en vont tout seuls avec vous, tout d'un coup, ils vont être d'extrême gauche. Est-ce que pour vous, c'est... Non, mais c'est-à-dire que ce qu'on leur dit, ce que la droite leur dit depuis maintenant 5 ans ou 10 ans, je sais pas, 6 ans, c'est-à-dire vous êtes d'extrême gauche, bah tout d'un coup, là, comment tu veux qu'ils disent non? Vous êtes d'extrême gauche. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que vous le dites. Ouais, c'est pas la meilleure formulation. Non, on n'est pas gêné, voilà. par ça. Mais voilà, vous n'êtes pas gênés. Bah eux, ils le sont, parce qu'eux, ils ont envie de prendre le pouvoir. Donc, est-ce que tu penses que stratégiquement, pour la France Insoumise, je sais que c'est pas tellement ton sujet, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment cohérent que d'aller faire une alliance juste avec vous? Parce qu'en plus, ils n'ont plus les autres. Ben oui, mais on mesure bien évidemment ces difficultés-là, on mesure bien qu'on n'est pas exactement sur des lignes stratégiques identiques. La question de la révolution par les urnes ou la révolution dans la rue, bon voilà, on sait très bien tout ça. On mesure même des différences politiques qui peuvent être des fois importantes sur la question européenne. Nous, on défend la liberté de circulation et d'installation. La FI n'est pas tellement sur ce truc-là. Et puis, enfin voilà, on peut trouver pas mal de différences, mais nous, on a envie d'insister sur ce qu'on a en commun. Et d'autant plus qu'on est dans une période où on est quand même mal barré. Et alors, c'est pas
uniquement parce qu'on est mal barré qu'il faut être unitaire, hein. L'unité politique elle est importante à tout moment, mais là quand même il y a une situation politique qui est particulière et il y a un danger qui est réel. Bon, les européennes, on va vers peut-être un succès électoral encore une fois de l'extrême droite, enfin, en tout cas c'est parti pour, et puis avec toutes les attaques en ce moment et puis derrière les présidentielles, bon voilà, il y a quelque chose qui peut s'accélérer. Donc est-ce que nous on peut pas privilégier tout ce qu'on a en commun et d'essayer de recréer une dynamique? Alors évidemment les uns et les autres ils peuvent avoir des perspectives pas tout à fait identiques, et notamment la question de est-ce que c'est un marchepied pour la FI, pour derrière les présidentielles? On n'en est même pas nous à discuter de la suite, on en est à discuter d'aujourd'hui. Et en plus, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que beaucoup de militants et de militantes ont aussi cette conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse, quoi. Quelles que soient les divergences qu'on aura par la suite. Donc mettons en commun ce qu'on peut mettre en commun. Sur la question européenne, on peut mettre pas mal de choses en commun. Sur la question des luttes, sur la question de vouloir régler des comptes avec les possédants, de vouloir régler les comptes avec cette société, le besoin d'un sursaut politique, tout ça. Voilà. Donc ça, on peut, nous on pense en tout cas que c'est possible, on en a vraiment envie, et pas juste un programme commun à la FI, au NPA et avec d'autres forces, mais aussi d'être en capacité de mener une véritable campagne ensemble. Parce qu'on a besoin de recréer du lien avec des forces militantes qui sont souvent résignées, démoralisées, déstabilisées, dans des confusions. On le voit avec l'influence de l'extrême droite qui est aussi des fois dangereuse parce que ça renforce des confusions idéologiques. Donc il y a besoin d'une campagne militante. Voilà. Donc voilà, on est conscient de ce que tu dis, des difficultés et puis qu'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, mais ça ne doit pas nous empêcher de tenter quelque chose parce que ça correspondrait vraiment à un besoin. Un peu comme la NUP, elle avait suscité un petit espoir à un moment donné, alors qu'il y a même peu, c'était pas sur la bonne longueur d'onde à notre avis. D'ailleurs, on a été un peu éjecté du processus parce que ça collait pas en fait. Mais justement, ce bilan-là, il peut peut-être permettre d'affiner. Et ça ne veut pas dire qu'on est excluant, on peut très bien discuter d'une gauche radicale, d'une gauche de combat, d'une gauche révoltée qui parle des luttes, tout en ne rompant pas avec tout un milieu de gauche qui est lui moins radical ou moins d'extrême gauche. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour la FI de dire à tous les enfoirés de droite, de réac et tout ça, que bah oui, finalement, la FI est aussi, elle, très radicale. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi.